Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un petit peu particulière, c'est la troisième de la série des vidéos thématiques et ça va être une vidéo qui va être faite en deux temps. La vidéo que je vous propose aujourd'hui va être une vidéo un petit peu théorique, mais qui est quand même nécessaire pour comprendre pourquoi on va faire ce qu'on va faire dans la deuxième vidéo. Et la deuxième vidéo va être une vidéo exclusivement pratique. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Une vidéo que l'on m'a beaucoup demandé et qui va permettre d'aller voir les mémoires qui nous embêtent et potentiellement les retirer. La vidéo d'aujourd'hui va donc être un petit peu théorique, mais pas pour alimenter le mental, parce que ce que je peux vous inviter avant de regarder cette vidéo, c'est de mettre en pause, ou d'éteindre, ou tout au moins de ne pas écouter cette vidéo avec le mental. Mais c'est important de comprendre un petit peu comment fonctionne la mécanique du mental pour la semaine prochaine, comprendre pourquoi on va faire ce qu'on va faire. En définitive, c'est vraiment très très simple, mais faire quelque chose sans comprendre pourquoi on le fait, eh bien au bout d'un moment, on va le faire de façon pas forcément adéquate et les effets seront pas forcément au rendez-vous. Donc aujourd'hui, la vidéo va se décomposer en trois parties. La première, ça va être comment se crée une mémoire. C'est important de voir comment elle se crée. La deuxième partie, ça va être de comment elle est rappelée, parce qu'en fait, on a plein de mémoires potentielles qui sont là quelque part dans notre base de données du mental, mais qui sont jamais activées. Et on va voir justement pourquoi et comment certaines mémoires, et pas d'autres, sont activées. Et enfin, dans la troisième partie, on verra la théorie de ce qu'on va faire en pratique la semaine prochaine, c'est-à-dire on a vu des mémoires, on a vu comment le mental fait pour s'en saisir, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les faire partir. La vidéo d'aujourd'hui va être décomposée en trois parties. La première partie, ça va être voir en théorie et de façon très simplifiée comment se crée une mémoire qui alimente notre mental. La deuxième partie, ça va être de voir comment notre mental, et surtout pourquoi, notre mental choisit ou se saisit de certaines mémoires pour les activer, et ces mémoires sont celles qui nous embêtent parfois au quotidien, et parfois depuis de très longues années. Et dans la troisième partie, eh bien, on verra un petit peu la conclusion des deux premières, c'est-à-dire qu'on aura vu comment se crée une mémoire, on aura vu comment elle s'active, eh bien, on va voir comment on peut faire pour aller la voir de façon un peu particulière, de façon à pouvoir la révéler et faire en sorte qu'elle soit transcendée et qu'elle disparaisse au final. Donc c'est parti, installez-vous confortablement, essayez de débrancher le mental de façon à pas trop vous accrocher aux idées, aux concepts que je vais vous présenter maintenant, de façon à avoir une vision, je dirais, la plus large possible, la plus légère possible, mais de façon à comprendre pourquoi il y a ces mémoires. Et en comprenant simplement comment ces mémoires arrivent, eh ben, ça va vraiment aider à faire en sorte que de nouvelles mémoires évitent de s'installer, et ça va également faciliter le fait de pouvoir aller s'alléger de certaines, voire de beaucoup de mémoires. La première partie va permettre de comprendre comment se crée une mémoire. Les mémoires, je vous rappelle, ce sont comme des programmes qui viennent alimenter un ordinateur qui s'appelle le mental. Je ne rentre pas trop dans le détail, vous retrouverez les références avec la vidéo que j'ai faite sur le mental là-haut. Ces mémoires sont absentes chez le bébé, ce qui fait qu'en fait il vit la paix, il vit la vie en tant que la paix. Mais cette paix, et ça fait partie de la vie, on ne peut rien y faire, eh bien va progressivement, tout du moins dans les perceptions et les ressentis, s'effacer au détriment d'un ce qu'on appelle un bavardage mental. Ce bavardage mental, ça va être des pensées qui vont arriver, pensées qui sont générées par le mental, et mental qui est alimenté par des mémoires. Donc pas de mémoire, pas de bavardage mental, pas de pensée, et on goûte la paix.
On est dans une vie incarnée, on est dans le monde relatif, dans une histoire, dans un film, dans une matrice, vous appelez ça comme vous voulez. Pareil, autre vidéo la semaine dernière sur le relatif et l'absolu, pour comprendre un petit peu ces phénomènes. Et le mental, il ne faut pas le diaboliser, le mental a son efficacité. Il est même indispensable pour fonctionner au quotidien dans la vie de tous les jours. Donc, certaines mémoires sont indispensables, d'autres pas forcément. On va faire la différence entre les deux et on va voir comment faire pour éviter que des mémoires que j'appelle compulsives viennent se créer. Et on va voir également comment faire pour s'en débarrasser. Une mémoire se crée, je dirais simplement, automatiquement. Alors là, je vais parler des mémoires compulsives. Parce que les autres mémoires, les mémoires que j'appelle fonctionnelles, c'est un petit peu comme un enregistreur, un enregistrement. On apprend des choses, on apprend des leçons, on apprend des informations à travers l'école, le travail, des formations et plein de choses. Et ça engrange notre base de données de mémoires qui vont être restituées comme telles. C'est-à-dire, on rentre une information et le mental la ressort telle qu'elle, sans la modifier et sans la perturber. C'est ce mental, donc ce mental fonctionnel qui est vraiment indispensable pour fonctionner au quotidien, pour savoir lire, écrire, interagir avec les personnes que l'on rencontre au quotidien. En ce qui concerne les mémoires compulsives, c'est autre chose. Ces mémoires-là sont générées par une situation, un événement, on va dire, et généralement c'est un événement, alors je dirais que l'on a du mal à digérer. C'est un événement qui va soit nous faire souffrir, soit va nous faire peur à un moment, et sans qu'on s'en rende compte, eh bien, va se créer une mémoire. Cette mémoire, en réalité, quand on regarde d'un point de vue énergétique, il s'agit d'une cristallisation énergétique que l'on peut ressentir quand on travaille avec les énergies, on peut les ressentir, on peut les localiser et on peut également les apaiser ou les faire partir. Cette mémoire va se loger quelque part dans le corps. Alors, ça peut être issu d'un événement soudain, violent. Par exemple, j'ai pris dans la première vidéo l'exemple d'un accident de voiture qui peut être violent. Donc là, il y a un seul événement qui est très costaud et il y a une très grande peur qui s'est installée. Et là, il va y avoir une mémoire qui va être créée. Cette mémoire va être créée et à travers cette mémoire, il va y avoir une pensée induite qui va être créée également. Et cette mémoire, pour prendre l'exemple, par exemple, de l'accident de voiture, eh bien ça peut être la voiture, ça tue. La mémoire est créée, elle est intégrée dans la base de données et elle reste dans un coin. Alors je vais vous donner d'autres exemples de mémoire qui peuvent être créées à travers différentes situations. Ça peut être des situations violentes, par exemple. Par exemple, de la violence quand on est enfant ou même adulte, ça peut arriver. Soit un acte de violence ponctuel, très violent, ou de la violence qui s'exerce au quotidien et qui du coup, au bout d'un moment, va créer cette mémoire et va créer cette souffrance. Cette mémoire qui se crée suite à cette succession d'événements ou cet événement très intense, eh bien, peut être interprétée par le mental de différentes façons et créer plusieurs mémoires en tant que telles. Et la croyance, la mémoire qui va être créée à travers cet accident, cet événement, ça peut être par exemple le monde est dangereux ou également je ne mérite pas l'amour. J'en prends plein la figure, donc je ne suis pas digne de recevoir de l'amour. Ça paraît bête comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. En troisième exemple, on peut avoir un accident qui s'est déroulé dans l'enfance, et ça peut être par exemple l'enfant qui manque de se noyer dans une piscine ou à la mer ou je ne sais où. Et j'en parle parce que ça m'est arrivé quand j'étais enfant, quand je devais avoir 4 ou 5 ans, je crois, de ce que m'ont dit mes parents. Et là, il peut se créer une mémoire. Et la pensée,
rattachées à cette mémoire, ça peut être « je vais me noyer si je vais dans l'eau », par exemple. Il peut y avoir également dans l'enfance, et ça j'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo, des choses qui se passent à l'école. Ça peut être, alors là c'est généralement des choses qui durent qui s'étalent dans le temps, mais ça peut être également ponctuel, comme dans l'exemple d'un enfant qui n'arrive pas à réciter une leçon, à faire un devoir et qui se fait moquer par ses camarades, comme ça peut être des moqueries des camarades qui durent sur le temps. Donc ça peut s'apparenter à du harcèlement quelque part. Et ce harcèlement, cet événement va donc, à partir du moment où ça va faire souffrir l'enfant ou la personne, parce que ça peut arriver aussi chez des adultes, une mémoire, une pensée va être associée à cet événement, et cet événement, ça peut être le monde est dangereux, par exemple, ou également je n'ai pas confiance en moi. Le monde est dangereux parce qu'en fait les autres, les camarades ou les personnes qui se moquent de moi représentent le monde, donc cette croyance le monde est dangereux va venir s'installer et se renforcer au fur et à mesure où cet événement va continuer. Et je n'ai pas confiance en moi, c'est simplement je ne fais pas face à une situation, et la confiance qui est pas de lutter, mais de faire face à une situation, et bien là, du coup, est absente, et ce manque de confiance va grandir, s'amplifier au fur et à mesure où cet événement va perdurer. Et en dernier exemple, j'en ai parlé également la semaine dernière, là, du coup, c'est pas une mémoire, c'est une croyance. J'avais donné l'exemple d'un enfant qui ne voit pas ses parents, parce qu'ils travaillent, simplement. Ils sont pleins d'amour envers leur enfant, mais de par leur travail, eh bien, ils sont pas là régulièrement le soir. Souvent, c'est une nounou ou quelqu'un de la famille qui vient garder l'enfant. Le week-end, l'enfant se retrouve assez seul parce que les parents travaillent. Donc là également, une croyance qui va se créer, qui peut générer une pensée qui, elle, va être « je ne mérite pas l'amour ». Donc là, on voit bien que un événement, une mémoire et une pensée. Et tout ça, ça reste dans un coin, quelque part, je dirais, en sommeil, jusqu'à ce que ce soit activé. C'est vraiment comme un ordinateur. Un ordinateur a plein de programmes, mais on ne se sert pas de tous les programmes en même temps. Les programmes sont activés quand on fait appel à eux. Quand on a besoin de travailler avec une base de données, on va faire appel à Excel, à Word si c'est du traitement de texte, à PowerPoint si c'est un diaporama, un logiciel métier si c'est pour une application particulière. Et bien là, c'est pareil. Le mental va engranger quelque part ses mémoires dans sa base de données. Alors je dirais d'un côté, il y a les mémoires compulsives, c'est-à-dire toutes celles que l'on vient de voir, et il y a également les mémoires fonctionnelles. À chaque fois que l'on acquiert des compétences, que l'on acquiert des informations. Et petit à petit, notre base de données va s'étoffer. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment se créent ces mémoires, on va voir comment elles sont activées par le mental. Comment les mémoires qui ont été engrangées, quelque part dans notre base de données, vont être activées. Je vais reprendre un petit peu plus en détail les éléments que j'ai abordés lors de la première vidéo sur le mental. J'avais simplement abordé comment une mémoire apparaissait en tant que pensée. Et là, on a vu dans la première partie le départ un petit peu du fonctionnement de ce processus, c'est comment se crée une mémoire. La deuxième étape, eh bien, ça va être le rappel ou l'activation de cette mémoire. On a un certain nombre de mémoires, quelque part, dans un coin de notre mémoire mentale, qui ne seront jamais activées. Et il y en a qui seront activées très souvent, et d'autres qui seront activées ponctuellement. Celles qui sont activées ponctuellement ne sont pas forcément très gênantes, dans la mesure où elles arrivent ponctuellement, et elles ne nous perturbent pas tant que ça au quotidien. Celles qui ne sont jamais activées, elles ne sont pas gênantes, dans la mesure où on n'a même pas conscience de leur présence, parce qu'elles ne remontent pas à la surface, et bien souvent, l'événement qui a été à l'origine de sa création a été oublié. Donc celle-là, on ne va même pas en parler. Et les mémoires qui sont les plus gênantes sont celles qui sont activées régulièrement, parfois au quotidien, parfois plusieurs fois
dans la même journée. Pourquoi et comment elles sont activées? Eh ben, je reviens un petit peu plus dans le détail sur ce que l'on a vu lors de la première vidéo. Dans l'histoire, on rencontre un événement. Pour reprendre l'exemple que j'avais pris dans la première vidéo, parce qu'il parle à tout le monde, on peut prendre l'exemple d'une personne qui va monter dans une voiture en tant que passager, par exemple. Elle monte dans la voiture, le conducteur roule, pas forcément très rapidement, mais le passager plutôt, lui va pas se sentir à l'aise. Il va s'accrocher au tableau de bord, il va se crisper sur le siège et va vraiment pas être rassuré du tout. Pourquoi? A priori, la personne qui conduit conduit bien, pas forcément très rapidement, n'a jamais eu d'accident, et dans le cas où la personne qui est passager aurait oublié l'événement qui s'est passé dans sa jeunesse, eh bien elle pourrait se dire bah, je comprends pas, c'est pas normal, mais j'ai peur de la voiture, il n'y a pas de raison. En définitive, si, il y a toujours une raison. Les pensées, les peurs qui arrivent, alors les peurs qui arrivent, je vais en parler après, sont liées à la croyance dans une pensée. Une peur n'arrive pas comme ça. Une peur, c'est forcément parce qu'il y a une pensée qui est derrière, et cette pensée, on y croit. Il pourrait y avoir un certain nombre de pensées qui pourraient faire peur, mais dont on s'est détaché. Et sur le chemin qui mène à la paix, eh bien, on peut, et c'est un des exercices qui est vraiment très très efficace, c'est se détacher des pensées du mental. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo, une vidéo pratique pour permettre de cultiver ça. Mais dans la mesure où on est encore attaché aux pensées et que l'on pense ce sont mes pensées, eh bien quand la pensée arrive, eh bien automatiquement il y a une peur qui va agir, qui va apparaître et le corps va réagir. Je l'avais dit dans la première vidéo également, comme le corps ne fait pas la différence entre une pensée réelle et une pensée imaginée ou crue ou une ancienne mémoire, eh bien il va manifester d'un point de vue émotionnel les mêmes émotions que si l'événement était présent. Alors pourquoi cette personne qui est en voiture, avec un conducteur qui ne conduit pas forcément rapidement, a soudain peur? Eh bien, c'est simplement parce que la situation dans laquelle elle est, donc assise dans une voiture, va faire écho à une ancienne situation qui potentiellement s'est déroulée alors, il y a peu de temps ou très longtemps, voire même, je l'ai déjà dit, une situation qu'on a oubliée, qui peut être par exemple une situation d'accident de voiture. Situation d'accident de voiture qui s'est déroulée dans le passé. Cette situation très violente, qui a fait très peur à l'enfant, on va dire, à l'époque, a créé une mémoire. Et cette mémoire, qui a été restée dans un coin, n'a jusqu'à aujourd'hui pas été activée. Mais le simple fait de reproduire, on va dire, une situation qui va faire miroir, qui va faire écho avec la situation qui a créé l'accident, eh bien va venir activer cette mémoire. Un petit peu, le mental va se dire « Oh, situation identique, il y a une mémoire, je la prends ». Le mental va se saisir de cette ancienne mémoire, dont un accident était à l'origine, et va la transformer en pensée. On vient de voir juste avant que à chaque mémoire, il y a une pensée qui est associée. Cette pensée, pour l'accident, ça peut être, par exemple, la vitesse, ça tue. Donc, quand la pensée se manifeste, parce que la situation d'aujourd'hui fait écho à la situation du passé, eh bien la pensée, la vitesse, ça tue, apparaît. Et quand cette pensée arrive, d'on ne sait pas où au niveau conscient, eh bien le corps va manifester une réaction émotionnelle. Réaction émotionnelle qui peut être une accélération des battements cardiaques, ça peut être des sueurs froides, ça peut être une peur irrationnelle, entre guillemets, parce qu'en fait elle est très rationnelle, cette peur, dans le sens où elle réagit à une mémoire et à une pensée dans laquelle on croit, et le corps va manifester cette réaction. Et dans tous les exemples que j'ai donnés précédemment, eh bien le fonctionnement va être exactement le même. Pour reprendre l'exemple de la violence, quand une personne sera confrontée
à des situations violentes, eh ben, elle perdra complètement ses moyens. Une personne qui a eu l'accident, qui a manqué de se noyer quand elle était petite, eh ben, aura du mal, voire sera dans la capacité complète d'aller nager. Ou alors jamais très loin du bord ou toujours avec quelqu'un à proximité. La personne qui a été victime de moqueries, eh bien, elle va généralement développer des peurs soit de l'entourage, c'est-à-dire qu'elle peut développer soit de la timidité, rester dans son coin, par rapport aux réactions potentielles qu'elle pourrait générer si elle se met à parler ou si elle se met à intervenir. Et ça peut être également la peur de parler en public, par exemple. Parce que pareil, le regard des autres vis-à-vis d'une expression en public fera écho à une situation qui s'est très mal passée dans l'enfance. Et comme cette pensée va arriver, eh bien et que surtout on croit cette pensée, eh bien le corps va manifester des réactions émotionnelles qui vont être je vais bafouiller, je vais perdre la mémoire, je vais avoir une augmentation des battements cardiaques. Bref, je vais vraiment pas être bien du tout. Et sur la dernière situation en exemple, je l'ai développé lors de la première vidéo, la croyance cette fois-ci, parce que là on ne parle pas d'une mémoire d'un événement qui s'est réellement passé, mais d'une croyance qui a été développée par l'enfant. Par exemple, la croyance dans le manque d'amour, eh bien, qui va développer la pensée je ne mérite pas l'amour. Eh bien, cette pensée, quand elle va émerger, eh bien, elle peut amener à casser un petit peu des relations ou auto-saboter des relations de couple, par exemple. Ça peut être également un isolement, puisque comme la personne pense ne pas mériter l'amour des autres, eh bien, elle va s'isoler automatiquement. Ça peut générer également de la timidité et plein de fonctionnements associés qui sont tous liés à cette pensée « je ne mérite pas l'amour ». Donc, comme on vient de le voir, plus on a de mémoires que j'appellerais compulsives, des mémoires qui sont issues d'une situation qui a été souffrante ou mal vécue, eh bien, plus on a de chances qu'une situation dans la vie quotidienne fasse écho à cette mémoire, ramène une pensée qui est directement rattachée à cette mémoire. Et comme le corps et le personnage croient à cette pensée, eh bien, au niveau émotionnel vont se manifester différentes réactions qui, généralement, sont pas très agréables. Alors parfois, là j'ai donné l'exemple de situations qui se déroulent de façon individuelle, mais parfois il peut y avoir des amalgames. Une situation peut regrouper différentes mémoires. Et les effets sur le corps, du coup, se cumulent un petit peu, et on peut vraiment perdre complètement ses moyens, voire parfois faire des malaises dans certaines situations. J'ai rencontré quelqu'un qui avait, suite à une petite expérience vraiment pas du tout dangereuse, mais qui lui a généré de la peur, qui avait la peur du vide. Eh bien, cette peur du vide l'empêchait de monter sur une chaise, par exemple. Donc c'est très handicapant de ne pas pouvoir monter en hauteur, ne serait-ce que pour faire des petits bricolages à la maison ou raccrocher des rideaux, je ne sais quoi. C'est vraiment très handicapant. Je donne cet exemple-là parce que après avoir fait justement ce que je vais vous proposer juste après en troisième partie, c'est-à-dire aller voir cette mémoire, eh bien cette peur a complètement disparu. Il pouvait monter sur des chaises, il pouvait monter sur des échelles, et il pouvait du coup travailler, je dirais, normalement, sans que cette peur de la hauteur, du vide, et surtout la croyance qui était associée, qui est je vais tomber et je vais me tuer, eh bien n'apparaisse. Donc c'est vraiment possible, il est vraiment possible, pour une très grande partie des mémoires, d'aller les voir et d'aller les retirer. Il y a quand même quelques petits bémols qui sont que pour certaines mémoires qui sont très très traumatisantes, eh bien il y a généralement la nécessité de se faire accompagner pour aller voir ces mémoires. Le principe c'est exactement le même, sauf que il faut aller les voir dans un état vraiment de conscience modifié, c'est-à-dire un état de paix extrême dans lequel il n'y aura plus aucune résistance.
Quand il y a des événements traumatisants, donc là on est vraiment sur des syndromes post-traumatiques, eh bien le corps, lui, va résister, va se mettre en protection, et c'est bien fichu, quelque part, pour nous éviter de souffrir, et il y a des blocages qui vont s'installer, pour nous protéger, simplement. Et aller voir ces mémoires, alors qu'il y a ce blocage, dans un état de conscience normal, eh bien c'est impossible. Parce que justement, il faut passer cette muraille, il faut passer cette protection qui est là pour notre bien. À partir du moment où on a identifié qu'effectivement il y avait vraiment une mémoire qui était très importante, qui était très souffrante et que l'on veut dépasser, eh bien le fait de rencontrer une personne qui peut du coup mettre dans cet état de conscience modifié va permettre de contourner ce mur, d'aller voir la mémoire en toute sécurité et de la transcender. Alors ça peut des fois prendre quelques séances parce que plus la mémoire est grosse, plus parfois ça peut prendre un petit peu de temps pour la faire partir. Et quand je dis un petit peu de temps, c'est pas 50 séances généralement, parce qu'à partir du moment où la mémoire est vue, qu'elle commence à se dissoudre, et bien après le processus est engagé et il se poursuit vraiment jusqu'à la fin. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir maintenant la théorie de ce que l'on va voir dans la vidéo de la semaine prochaine en pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller voir pour faire disparaître des mémoires. Comment faire disparaître les mémoires qui nous embêtent au quotidien? C'est une question qui intéresse beaucoup de personnes et c'est pour ça que je propose cette vidéo. Comme on en a déjà parlé, tout fonctionne à partir du mental. Le mental, c'est cet ordinateur qui nous permet de fonctionner au quotidien sur la partie fonctionnelle et qui nous pollue un petit peu sur la partie compulsive. Ce mental, on l'a dit, quand il est présent mais qu'il n'est pas alimenté, eh bien il ne fonctionne pas, il ne tourne pas. Avec le temps, avec la rencontre de certaines situations, eh bien il y a ces deux types de mémoire qui vont apparaître. Il y a le mental compulsif, à travers toutes ces mémoires et les quelques exemples que j'ai donnés tout à l'heure, qui vont apparaître. Et il y a ce que j'appelle le mental fonctionnel, qui est le mental qui nous permet de fonctionner au quotidien. Par exemple, je sais parler et écrire français, je sais conduire une voiture, je maîtrise un certain domaine professionnel à travers ma pratique professionnelle et à travers ce que j'ai appris à l'école. Je maîtrise l'utilisation des objets qui m'entourent. Je sais me servir d'une machine à café, d'une voiture, de tous les objets qui nous entourent. Ça a fait l'objet d'un apprentissage. Cet apprentissage est enregistré et il est restitué à travers ce mental fonctionnel. Et il y a également l'étiquette du mental qui crée ce qu'on appelle l'ego ou le personnage, qui est « je suis un homme ou une femme, j'ai tel âge ». Et puis ça peut être plein d'autres choses, ça peut être j'ai de la tension, j'ai du cholestérol, j'ai un certain nombre de choses qui viennent définir et déterminer un personnage. Ces pensées, qu'elles soient issues du mental compulsif ou du mental fonctionnel, vont alimenter notre mental. Le mental va s'en servir, on l'a dit, quand il y a une situation qui fait écho, eh bien le mental va piocher dans telle ou telle mémoire pour générer des pensées. Pensées qui peuvent être du coup compulsives, dans le cas des mémoires entre guillemets traumatiques, ou fonctionnelles, dans le cadre des mémoires qui nous servent à fonctionner au quotidien. Et tout ça, ça constitue ce qu'on appelle le personnage. Ça correspond à la sphère relative. La sphère relative, c'est le fonctionnement du personnage qui existe tant qu'on y croit. Ça, on pourrait y revenir dans d'autres vidéos. Mais ce personnage, ce sont comme les pensées. À partir du moment où on y croit, eh bien il a une existence qu'on pourrait dire réelle. Et c'est grâce ou à cause de ces pensées, qu'elles soient compulsives ou fonctionnelles, que le personnage existe. Alors, comment faire pour se débarrasser de ces mémoires compulsives en l'occurrence, parce que les mémoires fonctionnelles nous aident plutôt au quotidien? Eh bien, ça n'est pas au niveau du personnage que ça va pouvoir se faire. Le personnage, s'il va voir ses mémoires,
eh bien c'est comme s'il allait les activer. Le personnage, il va, par exemple, si je reprends l'exemple de la voiture, quand il va repenser à l'accident de voiture, dans la mesure où il se rappelle qu'il a eu un accident de voiture, il se remet à penser à l'accident de voiture quand il était enfant, eh bien, mental va se dire « Oh, accident de voiture », j'active la mémoire, et son corps va manifester des émotions. Et le fait de les regarder depuis le personnage va faire que ça pourra peut-être apaiser un tout petit peu ces émotions à la longue, mais les résistances qui constituent le personnage, parce qu'en fait le personnage tel qu'il est défini, c'est un ensemble de résistances, vont faire que cette mémoire ne pourra pas être transcendée, ne pourra pas être dépassée. Et même cet exercice pourra être très désagréable, parce qu'en fait, c'est voir une peur depuis un personnage qui lui-même a peur, et c'est vraiment très désagréable à vivre. La seule solution qui existe et qui fonctionne pour aller voir ces mémoires, c'est les voir depuis un espace un petit peu plus large, pour utiliser des mots qui ne sont pas forcément très justes, et là je vous renvoie à la vidéo sur le relatif et l'absolu, eh bien c'est justement de les voir depuis la paix intérieure que l'on est, quelque part, et cette paix intérieure est un écho sur notre partie absolue, je dirais, qui est détachée du personnage. Et voir les situations depuis cet espace de paix, cet espace de stabilité, depuis cet espace absolu, on pourrait dire, eh bien, va faire que il n'y aura pas d'attachement à ces mémoires. Ces mémoires seront vues comme si elles étaient vues à la troisième personne. Un petit peu comme si on regardait un film et que dans le poste de télé, eh bien, on voyait un personnage à qui il arrive quelque chose. Mais ce n'est pas moi qui vais vivre la situation, qui va vivre l'accident, qui va vivre la situation qui a été à l'origine de la mémoire. Et à partir de là, et surtout depuis cet espace de paix, qui est également un espace d'accueil infini, et c'est là où c'est fondamental de voir ça depuis cet espace d'accueil. Cet espace d'accueil, c'est un espace d'accueil inconditionnel, c'est-à-dire sans aucune condition, au sens littéral du terme. C'est-à-dire que quelles que soient les raisons, quelles que soient les situations, quels que soient les codes moraux dans lesquels se sont déroulées la situation, eh bien quand c'est vu depuis cet espace de paix, d'accueil, on pourrait même dire d'amour inconditionnel, eh bien cette mémoire va s'apaiser. Cette mémoire, dans un premier temps, va réagir dans le corps du personnage. Le corps va manifester des réactions, des cristallisations énergétiques, des zones du corps qui vont se contracter. Et la deuxième partie, et ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine en détail, eh bien ce sera d'aller voir ces contractions dans le corps depuis cet espace d'accueil en dehors du personnage. Et c'est là toute la subtilité de l'exercice, c'est vraiment de se détacher du personnage pour aller voir ce que le corps va nous dire et où il va nous emmener. Le corps est un magnifique révélateur de ce qui ne va pas, de ce qui bloque, de ce qui est congestionné au niveau de la circulation de l'énergie. Et je vous ai dit tout à l'heure que les nœuds, les mémoires, les croyances, ce sont des cristallisations énergétiques. Et le fait d'aller les voir depuis cet espace d'accueil infini en arrière-plan va faire que ça va dissoudre, que ça va décristalliser ces mémoires et elles vont simplement disparaître, s'effacer. Et à partir du moment où cette mémoire, cette cristallisation va s'effacer, eh bien, c'est pas pour autant qu'on aura oublié la situation qui a créé la mémoire. La situation va rester présente en mémoire, si tant est qu'on s'en rappelle encore. Mais ce qui va être coupé, ça va être le lien entre cette situation initiale et une situation qui va se reproduire aujourd'hui. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'accident de voiture,
On va toujours se rappeler de l'accident de voiture qu'on a eu quand on était enfant, mais par contre, aujourd'hui, quand on va monter en voiture, eh bien, on n'aura plus cette peur de la voiture, parce que le lien et surtout la pensée associée à cette mémoire qui est la voiture ça tue, eh bien, aura complètement disparu. C'est exactement le même cas pour la personne qui avait le vertige, qui avait peur de la hauteur. Cette peur a disparu, la pensée issue de cette mémoire a disparu, et quand la personne monte sur un tabouret, sur une chaise, sur un escabeau, ah bah bien sûr, elle fait attention, parce qu'elle sait qu'elle peut tomber, qu'elle peut se faire mal, comme n'importe qui, mais il n'y a pas cette mémoire et cette croyance qui est je vais mourir, ou je peux tomber, me faire très très mal, de façon déraisonnée. Grosso modo, les pensées vont se baser plus sur le côté fonctionnel que sur le côté compulsif. Et sur le côté fonctionnel, on a appris que quand on monte en hauteur, qu'on tombe, on peut se faire mal. Mais juste mal un petit peu. Si on tombe de 2-3 marches, on va se faire mal un petit peu. Que la personne, elle, quand elle montait de 2-3 marches, elle pensait qu'elle allait mourir. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous proposerai, à travers différentes petites étapes, d'aller voir une mémoire que vous aurez choisie. La vidéo sera faite de façon à ce que vous puissiez mettre en pause la vidéo tant que vous n'aurez pas atteint l'étape suivante. Comme ça va m'être impossible de savoir où vous en êtes, eh bien, je vous proposerai de mettre en pause la vidéo, et quand vous aurez atteint l'étape que je vous inviterai à aller voir, eh bien, vous pourrez remettre en lecture et vous avancerez sur les différentes étapes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus sur les mémoires. C'est un sujet qui est important parce qu'en fait vous avez compris que les mémoires, autant un grand nombre, sont nécessaires pour fonctionner. Par contre, alors ça dépend des personnes, ça dépend de l'histoire de vie de chacun, mais chez certaines personnes, et j'ai l'impression beaucoup de personnes en fait, surtout dans notre monde occidental où on vit de façon peut-être un petit peu plus tendue que dans d'autres régions du monde, eh bien les mémoires souffrantes sont quand même très importantes, et savoir que, pas sur la totalité, je le redis, c'est important de savoir que c'est pas une méthode magique, miraculeuse, mais sur beaucoup de mémoires, on peut simplement, en ayant les voir depuis un certain point, eh bien simplement les alléger ou s'en débarrasser. Je vous remercie pour votre attention. Si le contenu vous a plu, que c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne ou que vous regardez une vidéo, vous pouvez vous abonner. En activant la petite cloche, eh bien, vous serez informé de toutes les vidéos. Donc généralement, je ne sais pas comment je vais faire à la rentrée, mais il y a une vidéo thématique le samedi. Et à partir de la rentrée, un lundi sur 2, il y a un satsang en direct dans lequel vous pourrez poser vos questions. Je vous souhaite une très belle continuation, toujours dans la paix du maintenant, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.